que se passe-t-il dans la tête des plus grands mathématiciens? Par quels mécanismes parviennent-ils à maîtriser ce formidable degré d'abstraction que nécessite la pratique de cette discipline? Disposent-ils d'un cerveau différent du nôtre? De connexions neuronales particulières qui leur permettraient de jongler avec l'infini et appréhender les notions les plus complexes? Le cerveau du mathématicien que nous allons suivre aujourd'hui ne fonctionne assurément pas comme les autres, car il l'a conduit tout au long de sa vie à deux caractéristiques bien distinctes, à développer deux facettes d'une même personne. D'un côté, une vie de mathématicien brillant qui va révolutionner le monde des mathématiques, et de l'autre, la vie d'un humain, dépressif et schizophrène. Georges Cantor est né le 3 mars 1845 à Saint-Pétersbourg. Sa mère étant issue d'une famille de musiciens, ses parents lui donnent une éducation très portée sur les arts. Malheureusement, la santé du père est défaillante et en 1846, la famille s'installe en Allemagne où elle espère trouver un climat plus doux et plus favorable à la santé du père. C'est là, en 1862, à Berlin, qu'il part étudier les mathématiques, où ses professeurs se nomment Weierstrass ou encore un certain Kronecker. Retenez bien le nom de ce dernier, il jouera un rôle fondamental dans la vie de Cantor, mais pas de la manière qu'on le pense. Durant toutes ses études, Cantor est un étudiant brillant qui soutient un doctorat sur la théorie des nombres en 1867. Et ce n'est qu'en 1870, soit 3 ans après sa thèse, qu'il devient professeur à l'université de Halle. Pendant ces quelques années, il travaille sur la décomposition des fonctions en somme de séries trigonométriques, qu'on appellera plus tard les séries de Fourier. Et dans le cadre de ses travaux, il est amené à manipuler et créer des ensembles. Or, depuis Aristote, les ensembles sont régis par des idées assez sommaires qui ne vont pas satisfaire Cantor, et l'encourager à orienter ses travaux sur l'amélioration de cette théorie. À cette époque, un ensemble est encore vu comme ce qui pourrait être défini comme une collection d'objets. Par exemple, cet ensemble-ci est l'ensemble des chaussettes, celui-ci correspond à l'ensemble des pulls, et enfin celui-là à l'ensemble des pantalons. On a conscience que les ensembles peuvent s'emboîter les uns dans les autres. Par exemple, on admettra volontiers qu'il existe un ensemble qui contient tous ces ensembles, et qu'on pourrait appeler l'ensemble des vêtements. En outre, pour savoir quel ensemble compte le plus d'éléments entre deux, il suffit de les compter. 6 dans l'ensemble des chaussettes, 2 dans l'ensemble des pulls. L'ensemble des chaussettes contient donc plus d'éléments que l'ensemble des pulls. Facile. Mais Cantor va se poser une question qui va être à la base de toutes les avancées qu'il provoquera. Qu'en est-il sur des ensembles infinis? Car voilà, depuis les travaux notamment de Leibniz sur le calcul infinitésimal, la notion d'infini est de plus en plus présente dans les mathématiques. De la même façon que les chaussettes, les pulls et les pantalons peuvent être contenus dans un ensemble plus vaste, l'ensemble des vêtements, est-il possible qu'un ensemble infini contienne lui-même un autre ensemble infini? Et si oui, comment savoir quel ensemble contient le plus d'éléments, puisqu'ils sont tous deux infinis et qu'il n'est plus question de compter le nombre d'éléments qu'ils contiennent? Pour répondre à cette deuxième question, Cantor a une idée qui se résume en un mot, bijection. Une bijection, c'est une correspondance exclusive entre deux ensembles qui fait correspondre un élément à un autre de façon unique. Par exemple, si je prends l'ensemble A, chat, chien, lion, et l'ensemble B, lionne, chatte, chienne, on peut créer une correspondance entre ces deux ensembles en reliant chaque animal du groupe A à son équivalent femelle dans le groupe B. Et cette relation est une bijection car pour chacun des éléments, il n'y a qu'une seule et unique correspondance. Pour mieux comprendre, prenons le cas d'une relation qui n'est pas une bijection. Prenons deux ensembles, le premier A, herbe, espace, océan, épinard, et le deuxième B, vert, noir, bleu, jaune.
Si l'on décide de mettre ces deux ensembles en relation par le biais de la couleur des objets, on constate alors que l'élément vert est relié à deux éléments de l'ensemble A, l'herbe et les épinards. De même, il n'existe aucun élément de l'ensemble A qui soit relié à l'élément jaune de l'ensemble B. Ici, nous ne sommes clairement pas dans une bijection. Alors, en quoi la notion de bijection est-elle importante pour comprendre l'infini? Réponse: parce que lorsque nous comptons, nous faisons tous une bijection. En effet, si vous voulez compter le nombre de pommes de cet ensemble, il vous suffit de le mettre en bijection avec une partie de l'ensemble des entiers naturels. À cette pomme-ci, vous assignez le nombre 1, puis à cette pomme-là, vous assignez le nombre 2, et ainsi de suite, jusqu'à avoir assigné un nombre entier à chacune des pommes du premier ensemble. La quantité de pommes correspond donc au numéro de la dernière pomme assignée. Cantor décide d'appliquer cette méthode pour comparer les infinis, et accompagné d'un autre mathématicien nommé Richard Dedekind, qu'il rencontre en 1872, il met à jour des résultats parfois assez contre-intuitifs. Par exemple, prenons l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, etc. et l'ensemble des entiers naturels pairs, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Il serait tout à fait intuitif de penser que même si ces deux ensembles sont infinis, malgré tout, le premier contient plus d'éléments que l'autre, car il contient d'office tous les éléments du deuxième, les éléments pairs, mais d'autres éléments en plus, les nombres impairs. Eh bien, Cantor montre qu'il n'en est rien. Il montre qu'il est tout à fait possible d'établir une bijection parfaite entre ces deux ensembles. Par exemple, si j'établis la relation pour chaque élément de l'ensemble A, je lui assigne son double, le 0 du premier ensemble va être relié au 0 du deuxième ensemble, le 1 du premier ensemble va être relié au 2 du second ensemble, le 2 du premier va être relié au 4 du second, le 3 au 6, etc. Le fait de parvenir à créer une bijection entre ces deux ensembles le montre clairement. Ils sont parfaitement équivalents en termes de nombre d'éléments. D'accord, se dit Cantor, il y a autant de paires que d'entiers. Mais alors, est-ce qu'il existe d'autres ensembles infinis plus grands que d'autres? Réponse: oui. C'est ce qu'il va s'attacher à faire en montrant que l'ensemble des réels n'est pas dénombrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en bijection les réels et les entiers. Pour le démontrer, il mettra d'ailleurs au point une méthode qui est passée à la postérité, comme ce qu'on appelle maintenant la diagonale de Cantor. En voici un exemple. Pour montrer que l'ensemble de tous les nombres entre 0 et 1 n'est pas dénombrable, supposons que nous avons une suite de tous les nombres réels contenus entre 0 et 1, et alignons-les de la sorte. Ensuite, considérons le nombre défini par la règle suivante. Si le premier chiffre du premier nombre après la virgule est un 5, alors changeons-le en 9. Si ce n'est pas un 5, alors changeons-le en 5. Si le deuxième chiffre du deuxième nombre après la virgule est un 5, changeons-le en 9. Si ce n'est pas un 5, alors changeons-le en 5. Et répétons cette construction jusqu'à l'infini. Question: ce nombre appartient-il à la suite des nombres réels que nous avions précédemment? La réponse est non. En effet, ce fameux nombre que nous venons de construire ne peut pas être le premier nombre de notre suite, car son premier chiffre diffère. Il ne peut pas non plus être le deuxième, car le deuxième chiffre diffère. Et ainsi de suite. Nous venons de montrer que même en prenant une suite infinie de tous les nombres réels compris entre 0 et 1, on peut toujours lui ajouter d'autres nombres qui lui appartiennent. L'ensemble des réels compris entre 0 et 1 n'est donc pas dénombrable. Cantor et Dedekind vont alors mettre sur pied une théorie complète des ensembles, qui conduisent à des résultats tout aussi surprenants. Parmi eux, il y a beaucoup plus d'éléments dans l'ensemble des réels que dans l'ensemble des entiers, même si ces deux ensembles sont tous deux infinis. Ou enfin, le résultat qui lui vaut aujourd'hui l'appellation de théorème de Cantor. Si vous prenez un ensemble A, infini ou non, et que vous vous intéressez à l'ensemble que nous appellerons B et qui est constitué de tous les sous-ensembles de A, alors il n'est pas possible de créer une bijection entre A et B. Autrement dit, la taille de votre ensemble B constitué de tous les sous-ensembles de A est strictement supérieure à celle de A, même s'il est infini. Enfin, il pose une question fondamentale. Puisque l'ensemble des entiers naturels et l'ensemble des nombres réels sont tous deux infinis, mais que l'un contient plus d'éléments que l'autre. Une notion qui déjà peut faire tourner la tête.
Existe-t-il un infini intermédiaire qui relierait ces deux infinis? Cette dernière question est appelée l'hypothèse du continu. Sa démonstration occupera Cantor jusqu'à la fin de sa vie, sans résultat. La démonstration de cette hypothèse paraît insurmontable pour lui et pour tous les mathématiciens qui lui succédèrent. Et pour cause, Kurt Gödel prouvera en 1938 que cette hypothèse n'est pas décidable. Il prouva de façon rigoureuse qu'il est impossible de prouver cette hypothèse. Ces conclusions, parfois très contre-intuitives, ne manqueront pas de heurter une bonne partie des mathématiciens de l'époque, et parmi eux, un certain Kronecker. En 1874, Cantor publie un article qui est désormais considéré comme l'acte de naissance de la théorie des ensembles, sur une propriété du système de tous les nombres algébriques réels. Les découvertes de Cantor sur l'infini font grand bruit et bousculent fortement les représentations de l'époque. Bertrand Russell, même s'il apprécie les travaux de Cantor, propose un paradoxe qui portera son nom par la suite. Si A est l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes, A est-il contenu dans A? Vous connaissez peut-être déjà ce paradoxe sous une autre forme, celle du paradoxe du barbier. Dans une ville où un barbier décide de raser toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes et seulement celles-ci, ce barbier doit-il se raser lui-même? S'il se rase, c'est qu'il fait partie de l'ensemble des personnes qui se rasent elles-mêmes, et donc qu'il ne doit pas se raser. S'il ne se rase pas, c'est qu'il fait partie de l'ensemble des personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, et donc qu'il doit se raser. Henri Poincaré, de son côté, émet de grosses réserves sur la validité de la vision de l'infini par Cantor. Mais en chef de file des mathématiciens qui réfutent la théorie des ensembles de Cantor, il y a son professeur, devenu maintenant simple collègue, Léopold Kronecker, qui critique vivement le travail de son ancien élève. Et alors que Cantor briguait un poste à l'université de Berlin, Kronecker, en place et hautement respecté dans cette même université, fit tout son possible pour qu'il n'obtienne jamais ce poste. La pression devient de plus en plus forte autour de Cantor et en 1884, il s'enfonce peu à peu dans une dépression qui le conduira à délaisser peu à peu les mathématiques pour la philosophie. Dans l'une de ses lettres de sa longue correspondance avec le mathématicien suédois Mittag Leffler, il se confie « Je ne sais pas quand je pourrai retourner à la poursuite de mes travaux scientifiques. Pour le moment, je ne peux absolument rien faire dans ce sens et je me limite au strict nécessaire, à savoir donner des cours. Combien je voudrais être actif scientifiquement, et si seulement j'avais la vivacité d'esprit nécessaire. » Les années passent et Cantor se remet doucement de ce qui ne sera que sa première dépression. Il fonde en 1890 l'Association des mathématiciens allemands, où il va même jusqu'à inviter son ennemi Kronecker à animer une conférence. Celui-ci refusa, afin de rester présent pour son épouse mourante suite à une chute de cheval. Une réconciliation avortée. La production de Cantor n'est plus aussi brillante que dans sa décennie magique de 1870 à 1880. Mais peu à peu, alors même que son état se dégrade de plus en plus, le monde des mathématiciens réalise l'ampleur des avancées de Cantor et de sa théorie des ensembles. Il est invité au premier congrès international des mathématiciens à Zurich en 1897, ce congrès international qui deviendra dans les décennies à venir un rendez-vous incontournable dans le monde des mathématiques. Depuis 1936, c'est d'ailleurs lors de ce congrès qu'est décernée la fameuse médaille Fields. Mais en 1899, un événement vient augmenter la difficulté de ce cerveau à voir dans la réalité une beauté quelconque. Le 16 décembre, il perd son plus jeune fils. Cet épisode augmente de façon considérable la difficulté de Cantor à travailler sur d'éventuelles publications. Le goût n'y est plus, la confiance non plus. Dispensé d'enseignement à de nombreuses reprises suite à ce drame dont il ne se remit jamais, Cantor prit sa retraite en 1913. Sa situation financière est alors au plus bas, et il souffre de la faim et de crises de schizophrénie de plus en plus fréquentes pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale. Il alterne les séjours dans les hôpitaux. Le dernier dura une année entière où il finit par s'éteindre en 1918, quelques mois seulement après la fin de la guerre. Il avait 70 ans. Dans son sillage, de nombreux mathématiciens de légende ont repris ses travaux sur la théorie des ensembles. Richard Dedekind, qui a largement contribué aux fondations de cette théorie,
Karl Weierstrass, mais surtout David Hilbert, le génial mathématicien allemand, qui avait prononcé ces mots en hommage à Cantor. La théorie des ensembles, ce paradis dont nul ne doit pouvoir nous chasser. Que serait devenu le monde des mathématiques si ce brillant cerveau n'avait pas été obstrué par la maladie? Les connaissances auraient-elles été décuplées si Cantor avait pu mener son travail jusqu'à la fin de sa vie? Parallèlement, on peut se demander, sans cette particularité, s'il aurait eu les idées suffisamment dérangées pour conceptualiser les notions d'infini, comme il a pu le faire en quelques années seulement. Car que se passe-t-il dans la tête des plus grands mathématiciens? Par quel mécanisme parviennent-ils à maîtriser ce formidable degré d'abstraction que nécessite la pratique de cette discipline? Disposent-ils d'un cerveau différent du nôtre? De connexions neuronales particulières qui leur permettraient de jongler avec l'infini et appréhender les notions les plus complexes?